bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation autour de la fouille de texte et positionnement de l'offre logicielle. Alors, je m'appelle Patrice Bello, je suis professeur en informatique au sein du laboratoire LIS de l'Université Aix-Marseille et également chargé de mission fouille de texte au sein de l'INS2I du CNRS. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est vous donner un aperçu de la fouille de texte de manière à ce que vous puissiez non seulement appréhender un certain nombre d'outils logiciels ou de services autour de la fouille, mais également que vous appréhendiez les différents domaines ou les différentes questions, les différents domaines scientifiques qui y sont liés. Et donc, je veux dire par là, comprendre à quel point l'imbrication est forte entre des problématiques d'analyse de données au sens, disons, statistique ou mathématique, le traitement automatique des langues, qui lui-même va faire intervenir à différents niveaux l'intelligence artificielle, et puis la recherche et l'extraction d'informations qui vont être en fait au cœur de la fouille de texte du point de vue de la capacité à isoler un certain nombre de textes dans des corpus documentaires ou un certain nombre d'informations à l'intérieur même des textes pour pouvoir les considérer de manière spécifique. Et donc faire de la fouille de texte, eh bien, c'est être capable de manipuler les différents concepts de ces domaines et de les assembler, donc de concevoir d'exploiter des architectures, ou du moins de concevoir des systèmes qui vont faire intervenir des briques logicielles issues de ces différents domaines. À l'heure actuelle, il existe des solutions clés en main, on va en voir certaines, mais néanmoins on est très souvent amené à assembler soi-même un certain nombre de briques. Mais contrairement à ce qu'il y avait il y a une dizaine d'années, ce qui se passait, eh bien, on a des briques qui sont actuellement suffisamment robustes et suffisamment bien identifiées pour pouvoir être assemblées sans qu'on ait des compétences en informatique nécessairement très élevées. Voilà. Donc, suivant votre profil ou suivant vos objectifs, l'objectif de ma présentation, c'est de vous montrer que pour nombre de projets, eh bien, vous allez probablement être amené à monopoliser des compétences assez élevées dans ces trois domaines-là, mais pour d'autres projets, en fait, il s'agira ni plus ni moins que d'avoir une bonne idée de ce qui existe et de pouvoir les sélectionner et puis imaginer un processus convaincant. Alors, les difficultés, elles sont liées naturellement à la nature des données, le fait que les données qu'on manipule des textes sont malheureusement souvent peu normalisées, dans des formats variés, c'est ce qu'on va voir juste après, et puis dans des volumes plus ou moins conséquents, des textes qui ne sont pas tous aussi intéressants ou aussi importants les uns que les autres, une variabilité dans les contenus. Bon, tout ça, ça peut se résumer comme étant par rapport au fameux V du Big Data, mais en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est que justement, on va avoir à la fois un besoin de mise en œuvre différent, adapté à la nature des données, adapté au volume des données qu'on veut traiter ou à la variabilité des données qu'on veut traiter. Et donc on a bien sûr, lorsqu'on travaille sur des documents, des données qui sont hétérogènes dans leur nature, mais également qui peuvent être multimodales, puisqu'on peut avoir des documents qui contiennent des images par exemple. Et puis, on peut avoir des documents dans des langues différentes, et puis des difficultés quant à l'interprétation même des textes, puisque naturellement la langue est ambiguë, en ce sens que vous le savez bien qu'un mot peut désigner plusieurs concepts, et qu'un même concept peut être associé à plusieurs mots, donc des problèmes
assez classiques, puis entre autres choses, hein, des problèmes classiques d'interprétation ou de compréhension de la langue. Un dernier aspect, mais je ne reviendrai pas là-dessus, hein, c'est aussi lorsqu'on fait du TDM, la difficulté peut venir même de la capacité qu'on peut avoir à récolter ou à numériser des œuvres ou à les analyser, même si de gros progrès ont été réalisés ces dernières années, notamment par rapport, grâce à la loi française pour une république numérique de 2016, et puis aux différentes évolutions ou directives européennes concernant notamment l'exception pour autoriser une fouille de texte dans le cadre d'activités scientifiques. Alors, dans la présentation, en fait, on va commencer par parler de la question des données, notamment pour comprendre la nécessité de mettre en forme les données de manière satisfaisante, et puis aussi pour que vous perceviez qu'il y a un certain nombre de difficultés derrière cette question-là, et qu'il n'est pas anormal de consacrer une temps importante, ça peut être un tiers du temps d'un projet, par exemple, hein, qui peut être consacré à la question de la mise en forme des données, pour arriver, avant même de commencer réellement la fouille de texte à proprement parler. Alors, si on essaie de résumer un processus de fouille de texte, eh bien, il faut commencer réellement par écrire finalement un cahier des charges, ou autrement dit, avoir une définition claire du problème qu'on veut traiter, notamment du point de vue de la finalité, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui existent, mais en même temps, tout n'est pas résolu et tout n'est pas résolvable par des processus automatiques. Et notamment, une fois qu'on a une bonne connaissance de l'offre logicielle, on ne sait pas pour autant de quel point de vue, enfin du moins à quel point cette offre logicielle va être capable d'être performante par rapport à la tâche à laquelle on s'attaque. Et donc, il est important de définir un cahier des charges, par exemple, en disant, eh bien, je vais être satisfait de mon processus de fouille s'il m'aura permis d'obtenir des résultats avec telle ou telle qualité, hein, quel coût est-ce que ça va avoir? Je parle de coût en termes de coût humain ou de coût matériel. Et puis, est-ce que finalement, ce processus d'automatisation et de fouille, est-ce qu'il aura été plus ou moins performant qu'un humain? Et donc, si on n'est pas capable de réellement définir les attendus du projet, les attendus du processus de fouille lui-même, si on n'est pas capable d'imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir qualifier la qualité des sorties, évaluer la qualité des sorties, c'est que probablement on a besoin de continuer à appréhender le problème, à l'approfondir, parce que commencer à le mettre en œuvre avant même d'être capable de répondre à ces questions-là, généralement ça conduit à l'échec, hein, ça conduit avec le besoin de recommencer, de repartir de zéro, et donc beaucoup de temps perdu par rapport à ça. Voilà. Donc définir le problème est quelque chose d'extrêmement important, et puis après il y a une deuxième étape qui va consister à être capable de récolter les données sur lesquelles on veut travailler, et récolter ces données, constituer un corpus d'études, c'est quelque chose qui, du point de vue informatique, va généralement nécessiter la mise en œuvre d'approches de recherche d'informations, hein, donc qui peuvent être faites par rapport à des moteurs du web, par exemple, hein, mais ça peut être fait par rapport à des logiciels informatiques aussi dédiés à des domaines particuliers, hein. Par exemple, en SHS, vous pourriez utiliser le moteur de recherche Isidore pour constituer un certain nombre de corpus, mais ça pourrait être aussi, vous avez une collection de documentaires disponible, qui vous est disponible, mais vous voulez au sein de cette collection-là délimiter un certain nombre de documents, et donc vous allez faire une recherche d'informations, par exemple avec des solutions telles que la mise en œuvre d'un moteur de recherche comme Elasticsearch ou comme Lucene, hein, à l'intérieur de cette collection, pour isoler en fait réellement l'ensemble des textes sur lesquels vous souhaitez travailler. Alors une fois que ces données auront été récoltées, eh bien, il faut les mettre en forme pour que la fouille de texte puisse réellement démarrer. Et ce processus de mise en forme, il peut lui-même
faire intervenir un certain nombre d'autres briques logicielles qui vont être issues de l'extraction d'informations ou du traitement automatique des langues, qui vont permettre, par exemple, d'enrichir les textes que vous avez réunis. Ça peut, par exemple, les enrichir par des indications sur les noms propres que les textes contiennent ou d'autres types d'informations. Hein. Mais donc là, on a ici cette idée qu'une fois qu'on a réuni les textes, eh bien, on va pouvoir, ou on va peut-être devoir les enrichir et donc faire intervenir d'autres briques logicielles avant même de commencer réellement la fouille de texte. Alors, le processus de fouille de texte lui-même, au sens habituel du terme, c'est-à-dire tout ce qui va permettre la navigation, la classification, eh bien, c'est un petit peu ce que vous avez sur la droite, où vous voyez qu'ici, on va mettre en œuvre un cycle qui va faire intervenir des étapes de visualisation, d'exploration, qui vont par exemple permettre de savoir si les textes ont correctement été mis en forme, qui vont permettre de configurer les étapes ultérieures. Et parmi ces étapes ultérieures, eh bien, vous pouvez avoir des procédures de classification de texte, de catégorisation, d'analyse, ça pourrait être de l'analyse de sentiments, de l'analyse d'émotions, de mise en relation automatisée des textes. Et donc, vous allez pouvoir configurer en fait, ces différentes étapes grâce à une exploration préalable. Une fois que vous avez fait cette configuration-là, vous allez pouvoir lancer le processus à proprement parler, donc un processus finalement décisionnel, hein, donc la décision quant à une classification, la décision quant à une mise en relation, et vous allez évaluer ce processus-là. Et dans le cas où l'évaluation n'est pas satisfaisante, eh bien vous allez rentrer dans un cycle où vous allez peut-être tenter une nouvelle configuration, donc de nouveaux traitements automatisés, mais si réellement ça ne vous satisfait pas, eh bien il va falloir revenir à une nouvelle mise en forme, éventuellement un nouvel enrichissement, et donc vous voyez un cycle en fait de processus plus ou moins complexes, plus ou moins longs, et qui va faire intervenir de manière itérative un ensemble de briques. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut percevoir, hein, et donc, suivant les cas de figure, eh bien, une mise en œuvre plus ou moins complexe. Alors, la première question qu'on se pose, on parle d'analyse de données, on parle de fouille de texte, de fouille de données. Quelles sont les données qu'on manipule ? Eh bien, là, ce que je veux vous montrer, c'est que la base de la problématique et la base des solutions vient du fait que l'ensemble des données, que ce soit des données texte, images ou éventuellement audio, même si je ne reviendrai pas là-dessus, mais sont un ensemble de données que vous pouvez numériser, c'est-à-dire représenter par des nombres. Alors, dans le cadre de texte, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des textes qui contiennent en fait des mots, qui eux-mêmes contiennent des caractères, et donc on a la capacité de représenter les textes par des nombres, avec des nombres qui correspondent à des caractères. Et puis, dans le cas d'images, eh bien, les images sont constituées de pixels, et les pixels peuvent être représentés par trois nombres qui vont correspondre à la quantité en fait, de chacune des composantes rouge, vert, bleu qui vont être contenues dans l'image, enfin, dans chacun des pixels. Et puis pour l'audio, eh bien, on va pouvoir faire un échantillonnage d'un signal en fréquence et en énergie, et donc représenter un signal audio par des nombres qui vont correspondre à des bandes de fréquence et puis à des niveaux d'énergie. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la numérisation, numériser des documents. Hein. Ça correspond à partir d'un document réel et puis à établir un certain nombre de correspondances qui vont permettre ensuite un traitement automatisé. Alors, lorsqu'on parle de caractères, eh bien, il va falloir qu'on se mette d'accord avant tout sur la correspondance qu'il peut y avoir, sur des standards entre des nombres et puis les caractères. Et donc là, malheureusement, ça ne s'est pas fait de manière immédiate, et il faut encore à l'heure actuelle jongler entre différentes tables de correspondance, entre différents standards, en partant du plus vieux standard qui était le standard ASCII, qui permettait dès les années 60 de coder les caractères latins mais non accentués
des mots, hein. Et puis vers une évolution vers le standard ISO latin 1 qui a consisté à rajouter dans l'encodage ASCII la possibilité de coder les caractères accentués des langues latines, pour arriver à la fin des années 80 à l'établissement du standard Unicode, qui lui permet de stocker des alphabets non latins, donc l'alphabet arabe, l'alphabet cyrillique, l'alphabet grec, l'alphabet chinois ou japonais, et puis également des emojis, hein. Donc il y a actuellement dans l'UTF-8 plus de 3000 emojis qui sont stockés. Alors ça veut dire qu'on a plusieurs standards. Alors naturellement le standard Unicode est de facto celui qu'on doit tous adopter, celui que vous allez retrouver dans beaucoup de bibliothèques numériques actuellement, mais malheureusement, vous allez peut-être devoir jongler entre ces différents encodages, hein. C'est un travail qui n'est pas anodin, c'est-à-dire que lorsque vous recevez des collections de textes, vous devez vérifier cet encodage-là, regarder si les caractères s'affichent correctement et éventuellement configurer vos traitements de manière à ce qu'ils prennent en compte les différences ou du moins les transformer pour vous-même. Alors là, j'ai parlé de l'encodage des caractères, mais il y a un deuxième niveau qui est l'encodage des documents. Et donc là aussi, on est confronté à un certain nombre de difficultés qui viennent du format des documents qu'on est amené à manipuler. Alors si on travaille sur des documents PDF qui sont très courants, le document PDF, c'est un document qui a été fait pour permettre l'impression des caractères, donc c'est un langage qui est destiné avant tout aux imprimantes, mais pas du tout à l'interprétation ou à la lecture des documents pour un traitement automatisé à des fins de fouille de texte. Donc lorsqu'on regarde le contenu d'un document PDF, c'est ce que vous avez ici sur fond noir, et bien ce que vous avez, ce sont des caractères pour la plupart illisibles à un humain, et qui vont imbriquer à la fois des directives de présentation, des directives graphiques, une description des polices de caractères, enfin en tout cas quelque chose qui va nous empêcher de faire une lecture facile du document. Si on utilise une conversion de PDF vers du texte, hein, vous trouvez quantité d'utilitaires qui font ça, ça va nous rendre service parce qu'on va retrouver les mots qui sont contenus à l'intérieur des documents, mais malheureusement, on va les retrouver dans un ordre qui va être celui d'une lecture strictement géométrique du texte. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir les mots qui vont être lus et qui donc vont être présentés de haut en bas et de gauche à droite, et donc qui ne vont pas tenir compte du fait que le texte puisse être en multicolonne, qu'un tableau puisse avoir des colonnes et des lignes, ou qu'une image puisse être insérée à l'intérieur d'un texte, hein. Donc, voilà. Donc on va retrouver les mots, effectivement, mais on va perdre toute la structure. Alors si on travaille, il y a un cas de figure qui est finalement encore pire, qui est celui du cas où on n'a même pas du PDF, mais on a des images, hein, donc des JPEG par exemple. Et bien là, on va avoir un document qui ne va même pas contenir les caractères, hein, mais qui va contenir uniquement des pixels, donc des formes. Et on va être amené à utiliser un logiciel de reconnaissance optique de caractères, de manière à traduire les formes en des caractères. Et donc là, généralement, on va avoir en sortie des logiciels qui vont nous donner pour chacun des caractères sa position géométrique à l'intérieur du texte. Donc vous imaginez bien que là, on va avoir encore plus de difficultés qu'avec le PDF pour traiter ce type de document. Voilà. Donc à l'heure actuelle, il y a des logiciels d'OCR, mais donc ça peut être satisfaisant par exemple pour faire de la classification de texte, hein, c'est-à-dire que malgré les erreurs de reconnaissance, ça peut être suffisant pour faire de la classification gros grain. Mais si vous voulez réellement travailler de manière qualitative, malheureusement, il va falloir souvent revenir à de la réécriture manuelle de texte, d'autant plus si vous travaillez avec des documents qui sont des documents manuscrits ou des documents qui ont une présentation un petit peu complexe, de la documentation technique par exemple. Alors, si on va sur des ressources documentaires comme ce que nous offre Gallica, eh bien, on va avoir d'un côté l'image, et puis de l'autre côté, on va avoir du texte qui a été reconnu par un processus d'OCR, c'est ce que vous avez sur cet exemple ici, mais vous voyez
qu'il vous est indiqué que le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 86%, et donc ça signifie, alors généralement on est sur un taux de reconnaissance par caractère, ça signifie que vous avez 15% des caractères qui sont en moyenne incorrects. Voilà, donc bon, vous avez un taux qui va être variable, hein, mais ça vous montre un petit peu le type de difficulté. Voilà. Alors, ça, je vous ai parlé des cas de figure les plus complexes. Le cas de figure idéal, c'est le cas de figure dans lequel on dispose non seulement du texte, mais on dispose également de métadonnées qui vont qualifier le texte aussi bien de manière aussi bien du point de vue de sa structure logique que du point de vue du type d'information qu'il contient. Et donc c'est le standard en fait pour représenter les textes et le standard qui a été adopté qui correspond à la Text Encoding Initiative, donc à la TEI, qui repose sur le format XML, donc c'est-à-dire qu'on a à la fois ici un format uniquement texte, c'est-à-dire qui fait intervenir uniquement des caractères lisibles par un humain. Donc autrement dit, on a un format qui est lisible par un ordinateur, mais qui également est pérenne, hein, puisqu'on n'emploie que des textes ici, on n'emploie que des caractères, donc ça veut dire que tout ce qui a été encodé en XML sera tout à fait lisible dans les dizaines ou centaines d'années à venir. Ce sont des caractères, hein, il n'y a pas de représentation plus complexe que cela. Et puis, les informations sont également présentées par ce qu'on appelle des balises, hein, donc c'est le M de XML, markup, on utilise des balises qu'on voit ici entre signes inférieurs et supérieurs, et qui vont contenir en fait des mots qui eux-mêmes qualifient le texte qui est contenu. Hein. Donc par exemple, on va voir ici qu'on est en présence d'un document où on a un mot qui correspond à un éditeur, donc c'est indiqué par la balise publisher, que le texte a été publié à Londres, c'est indiqué par la balise pubplace, hein, et donc on va retrouver le texte que le lecteur a pu lire, London par exemple ici, mais également une qualification de ce texte, en l'occurrence par les balises qu'on va pouvoir lire. Et donc, le couplage TEI-XML ici, ça vous permet non seulement d'assurer un texte lisible, mais également une normalisation des métadonnées, une normalisation des balises, c'est-à-dire que tous les textes qui respectent ce format-là, cet encodage-là, eh bien, vont dénoter les lieux de publication par la balise pubplace, et donc vous n'avez pas à rentrer dans l'étude des balises, vous savez à l'avance quel est le type de balise qui va être employé pour dénoter telle ou telle information. Voilà, donc ça simplifie, vous l'imaginez bien, très grandement le traitement automatisé par la suite. Alors, vous avez d'autres formats hein, qui peuvent être un petit peu l'intermédiaire, qui vont offrir finalement quasiment autant de richesse. Hein. Si vous récupérez par exemple les textes directement depuis les pages web, par exemple d'Open Edition, eh bien vous allez retrouver des textes disponibles en format HTML, HTML5, qui vont contenir, ici on a les balises du Dublin Core, qui vont contenir des métadonnées, qui vont permettre de qualifier également l'information du point de vue de sa nature sémantique, de la nature sémantique des mots, de manière claire et lisible. Et puis la structure, eh bien vous allez la structure en titre et sous-titre, eh bien vous allez la retrouver grâce aux balises du web, donc les balises HTML5. Donc là vous avez un format qui est un petit peu différent de l'XML TEI que je vous montrais précédemment, mais qui va le recouper en grande partie, et puis qui va reposer aussi sur des formats, sur des standards ouverts qui sont ceux du HTML5. Alors, donc, là, on voit émerger la question de la mise à disposition du texte intégral dans des formats directement exploitables par
par des processus de fouille de texte. Donc c'est le cas d'Open Edition que je viens de citer, c'est le cas des documents que vous allez retrouver via la plateforme Mistex ou des documents que vous allez retrouver via Archive, même si sur Archive vous allez encore avoir un autre format qui est le format LaTeX dans la plupart du temps, mais qui lui aussi va être un format qui va être lisible. Donc cette question de mise à disposition de texte intégral, ça pose tout un tas de questions sur qui fournit les documents. Donc on est réellement sur des problématiques très intéressantes de sciences ouvertes, mais on a actuellement des ressources qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, qui nous permettent d'appréhender de la fouille de documents de textes scientifiques à grande échelle. Et puis on a les bibliothèques numériques, et puis on a un certain nombre d'autres ressources qui sont extrêmement intéressantes pour fouiller les livres, même si là, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la mise à disposition de formats directement lisibles. Alors, j'ai évoqué le XML et le HTML. Vous avez d'autres types de formats qui sont des standards. Vous avez le CSV que vous allez retrouver très régulièrement, notamment lorsque vous avez des données tabulées, organisées en lignes et colonnes, un petit peu comme ce que vous avez dans les tableurs. Vous avez le format JSON, vous avez le format YAML. Tous ces formats-là sont des variantes qui vont nécessiter des traitements informatiques un petit peu différents, mais généralement, en tout cas les logiciels que je vais vous montrer par la suite sont capables tous de se débrouiller avec ces formats-là, et tous sont des formats qui sont lisibles. Donc vous avez des variétés de formats, mais ils sont tous lisibles aussi bien par un humain que par une machine. Donc l'important est là. Alors ensuite, vous pouvez avoir des métadonnées qui vont être des métadonnées plus ou moins riches par rapport à un certain nombre de descriptions lexicales, syntaxiques ou sémantiques. Et c'est dans cette perspective-là que, suivant l'intérêt et suivant les objectifs que vous avez, il pourra être intéressant d'utiliser des outils du traitement automatique des langues, dont je parlerai par la suite, mais qui vont rajouter en fait des balises sur la nature des mots, par exemple. Est-ce que le mot est un nom, est-ce que le mot est un verbe, ou sur les relations entre les mots. Ce verbe, quel est le sujet de ce verbe, et ça va vous permettre éventuellement de distinguer un certain nombre de propriétés ou de mise en relation ou de relations entre les mots. Vous pouvez rajouter des balises sur la nature des mots du type est-ce qu'il s'agit d'un nom propre, d'un nom de ville, d'un nom de lieu, d'un nom d'organisation. C'est ce que vous pouvez faire avec ce type d'outil. Ou par exemple rajouter des balises qui vont permettre de lier les documents entre eux. Et c'est par exemple ce que nous avons fait au sein d'Open Edition lorsque nous avons développé un outil de fouille de texte pour analyser les références bibliographiques, être capable de les structurer, de détecter les noms d'auteurs, les titres, et puis d'aller rechercher dans une base d'identifiants quel était l'identifiant unique du texte cité, et grâce à cela, de rajouter automatiquement des liens vers d'autres documents, et donc en gros de rendre les références bibliographiques cliquables. Donc là, ici, on a un processus qui, partant du texte d'origine, l'a enrichi avec des clics grâce à un processus de fouille de texte, donc de qualification des références bibliographiques. Voilà, donc cet outil est utilisable, est essayable, vous pouvez le tester par vous-même. Bon, il en existe plusieurs, mais pas tant que ça qui sont performants, mais ça vous donne une idée de ce type d'enrichissement. Alors maintenant qu'on a vu les différents types d'encodage de documents que l'on peut avoir, eh bien, il faut aussi qu'on s'intéresse aux différentes familles d'approches informatiques qui peuvent être mises en œuvre dans les logiciels ou dans une problématique de fouille de texte. Et la question de ces approches va de pair avec la question des ressources linguistiques ou des ressources de documents annotés qu'il va être nécessaire d'avoir à notre disposition pour mettre en œuvre justement ces approches informatiques. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'approches qui sont en général vues de manière concurrentielle
mais qu'ils le sont de plus en plus, en fait, qu'ils sont de plus en plus complémentaires. D'une part, parce qu'elles permettent d'avoir des points de vue différents sur les analyses qu'on effectue, et puis aussi parce que finalement l'une peut nourrir l'autre et réciproquement. Alors ces deux approches sont des approches plutôt à base de règles manuelles qui sont établies à partir de lexiques et d'associations que l'on exprime, par exemple ici graphiquement avec des automates, entre les mots du lexique. Donc là, vous avez ici un exemple sur la gauche qui permet de définir et donc par conséquent d'identifier ensuite dans des textes comment est-ce que des nombres peuvent s'écrire en anglais. Et donc, vous voyez qu'on met en relation, en fait, de manière positionnelle, des éléments du lexique, les uns par rapport aux autres. Et donc, cela permet de définir de manière large un ensemble d'éléments ou de constituants de phrases ou de documents. Là, sur la droite, vous avez un autre exemple où il ne s'agit plus de repérer des nombres, mais de repérer des références bibliographiques et de les restructurer. Et donc là, vous avez un autre type d'automate qui, en fonction des caractères qui sont rencontrés dans les textes et de l'ordre dans lequel ils sont rencontrés, va permettre de définir si on parle d'un auteur, d'un titre d'article, d'une date, etc., etc. Alors ici sur la droite, vous avez un deuxième exemple, qui est un exemple qui vous montre des automates qui sont destinés à identifier à l'intérieur d'un article les constituants d'une référence bibliographique, donc à identifier un auteur, un titre, et cela en fonction des mots et des caractères qui sont présents à l'intérieur du texte. Donc vous avez ici un automate naturellement bien plus complexe que celui qu'on a sur la gauche. Et si vous voulez, ça vous montre à la fois les avantages et les limites de ce type d'approche. C'est-à-dire, là, ici, l'avantage est clairement le fait que, à partir du moment où on a une bonne connaissance des textes et qui sont à peu près homogènes les uns avec les autres, eh bien, on va pouvoir appliquer ces automates de manière aisée, de manière rapide. Mais l'inconvénient, c'est que naturellement, il va être très difficile d'envisager toutes les écritures possibles, ici en l'occurrence d'une référence bibliographique, et donc envisager tous les cas de figure, et non seulement quelque chose de compliqué du point de vue de la complétude, mais également peut entraîner des difficultés à faire en sorte que les différentes écritures possibles ne rentrent pas en contradiction les unes avec les autres. Voilà, donc on a à la fois quelque chose qui permet d'avoir une extraction avec beaucoup de précision, hein, mais qui va être très dépendant en fait non seulement de la connaissance experte du domaine, mais également très dépendant de l'homogénéité qu'il peut y avoir entre les données. Alors par opposition, il y a en fait toute la famille des approches numériques qui, elles, ne vont pas partir de définitions formelles qu'il peut y avoir, de relations entre les mots, hein, mais vont plutôt travailler sur comment dire, la forme du mot, enfin considérer le mot comme étant une entité à part entière et s'intéresser plutôt aux distributions des mots à l'intérieur des textes et aux ressemblances que ces distributions peuvent avoir dans différents cas de figure. Donc ça correspond en fait à identifier des mots à l'intérieur d'un document comme étant autant de variables différentes ou de composantes différentes d'un espace, hein, dans lequel on aurait finalement chaque direction de l'espace correspondrait à un mot. Et lorsque vous avez deux documents qui partagent le même lexique, eh bien on en déduit que les deux documents traitent de la même thématique. Voilà. Donc ça pose un certain nombre d'hypothèses sur la distribution des mots et sur leur signification. Ça a un certain nombre de limites, hein, puisqu'on sait que naturellement que deux mots peuvent être synonymes
l'un de l'autre. Autrement dit, qu'on peut avoir deux écritures différentes, deux mots différents pour désigner le même concept. Et donc ici, eh bien, cette propriété-là ne pourra pas être prise en compte. Et puis ensuite, on sait aussi qu'on a un certain nombre de mots de la langue qui vont avoir du mal à être pris en compte. Hein. Ça va être le cas des négations, par exemple. Hein. Lorsque vous ne parlez pas de quelque chose, eh bien, vous pouvez dire « je n'en parle pas », justement en citant la chose. Et donc, le mot que vous voulez en fait écarter se retrouve dans le document et est pris en considération comme si le document en parlait. Voilà, donc il y a un certain nombre de limites qu'on connaît bien hein, de ce type d'approche, de ce type de représentation. Alors, il y a plusieurs manières de limiter les difficultés hein, ou de contourner en fait, les difficultés engendrées par ce type d'approche. Une des manières, c'est de considérer les textes dans leur globalité. Alors, ce que je viens de dire, les limites que je viens de dire, sont vraies. Maintenant, si on a des volumes de texte suffisamment importants, finalement, il s'agit de phénomènes qui sont presque marginaux. Et donc, c'est vrai que des calculs de similarité, de proximité dans les chaînes lexicaux permettent d'identifier assez finement des proximités sémantiques. L'autre manière de contourner ce problème, c'est au lieu de considérer les mots seuls, c'est de considérer des suites de mots et donc de faire des comptes sur des comptages de suites de mots de taille de 2, 3 ou 4 mots. Hein, et donc d'arriver à des distributions de mots, des estimations de distribution de mots ou de suites de mots sur des collections de textes importantes, hein, volumineuses, qui peuvent être des collections tout à fait générales ou qui peuvent être des collections dédiées à une langue ou dédiées à une thématique. Et donc, après, à travailler sur ces distributions de mots. On peut le faire de manière contextuelle hein, ou de manière globale. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des modèles de langue. Et vous avez des modèles de langue que vous pouvez télécharger, que vous pouvez insérer dans vos propres logiciels. Hein. Par exemple, les modèles de langue qui sont proposés par Google, que Google a construit à partir de la numérisation de millions d'ouvrages, et qui vous permettent de voir l'évolution de telle ou telle suite de mots, de l'usage de telle ou telle suite de mots au fil du temps. Donc en fait, on a des modèles de langue qui sont construits au fil du temps. Hein. Et puis là, sur l'exemple qu'on a ici, on peut voir par exemple comment les suites de bigrammes, donc un bigramme c'est une suite de deux mots, en l'occurrence ici des prénoms et des noms de réalisateurs, eh bien comment est-ce qu'elles ont évolué au fil du temps. Et donc on a des scores, des probabilités finalement d'occurrence qui indiquent ce type d'usage hein, au fil des années. Alors, vous pouvez télécharger les modèles de langue que Google a construits. Alors, ils sont disponibles dans différentes langues, mais c'est en anglais qu'ils sont le plus riches, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Hein. Voilà, donc ce sont des données très volumineuses, mais ce sont des données qui ont été construites à partir de millions d'ouvrages, et donc ça en fait une ressource assez unique. Vous pouvez retrouver d'autres types de modèles de langue qui ont été construits, par exemple, à partir de Wikipédia ou à partir des tweets de Twitter hein, ou d'articles de presse. Et ce sont des modèles qui sont très utilisés dans les systèmes actuels d'analyse de texte. Alors, ce type de modèle, ça sert aussi, par exemple, à suggérer à des utilisateurs des mots ou à prédire le mot qui pourrait être utilisé après une suite de mots. Donc, dans toutes les problématiques de génération de texte, ça peut être extrêmement intéressant. Et puis, si on retourne le problème, ça peut être aussi très intéressant pour arriver à mesurer des divergences dans les utilisations et, par exemple, pour analyser, faire de l'attribution d'auteur hein, ou faire de la détection de plagiat ou ce type d'application. Alors, ce qu'il faut avoir en tête pour l'ensemble des méthodes numériques, c'est que ce sont des méthodes
Alors, vous avez différents types d'approches. Vous avez des méthodes qui sont strictement statistiques et qui vont calculer des ressemblances. Et puis, vous avez d'autres méthodes qui vont être basées sur ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire, ce sont des méthodes qui vont consister à construire des modèles de tâches qui vont, par exemple, permettre d'appliquer ces modèles sur de nouvelles données qui n'ont pas encore été vues. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a d'abord une première phase dans laquelle les humains vont donner des exemples de résolution de la tâche à effectuer, hein. Par exemple, des exemples de résolution de tâches de classification, des exemples de résolution de tâches d'analyse de sentiments, où on va donner des exemples de phrases qui sont positives ou de phrases qui sont négatives, de phrases qui sont tristes, de phrases qui sont joyeuses, etc. etc. Et le système va apprendre à modéliser, va apprendre un modèle de ces phrases, de ces exemples, et le modèle va être appliqué ensuite sur de nouvelles phrases. Typiquement, un modèle, c'est un apprentissage de relations entre les entrées, donc les exemples, et les mots qui sont dans les exemples, et puis les sorties qui sont attendues, et donc avec des relations plus ou moins complexes qui peuvent être établies. Alors, dans tous les cas, ce type de système, qu'il s'agisse d'approches neuronales comme on voit ici schématisé en haut à gauche, où on a la relation entre des entrées sur la gauche et puis des sorties sur la droite, qui sont réalisées via l'intermédiaire de ce qu'on appelle des couches cachées d'un réseau. Donc on a des influences finalement qui s'apprennent les unes avec les autres et qui permettent d'établir des relations au final entre l'entrée et puis la sortie, ou que ce soit à partir d'approches de séparation dans l'espace. Donc ce que vous avez ici en bas à droite, c'est cette idée que l'ensemble des textes peuvent être représentés par des vecteurs de mots ou des vecteurs de lettres, enfin, et qu'une fois qu'on a fait cette représentation dans un espace des exemples, on peut être capable de trouver des directions qui vont séparer l'exemple en plusieurs éléments. Et une fois qu'on a établi ces séparations-là, eh bien, lorsqu'il y a un nouvel élément qui se présente, on le positionne dans le même espace que l'espace des exemples, et on regarde de quel côté de la frontière est-ce qu'il se situe pour faire, par exemple ici, de l'attribution de classe. Donc en tout cas, l'idée qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de ces méthodes-là sont des méthodes qui ne fournissent pas un résultat, c'est-à-dire ce ne sont pas des méthodes qui vont dire ce truc-là, c'est ça, mais qui vont plutôt fournir un ensemble de scores pour l'ensemble des possibles. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'une fois qu'on a déterminé les scores de chacun des possibles, par exemple pour une analyse d'émotion, on va déterminer le score de l'émotion qui peut être la tristesse, qui peut être la peur, la colère, etc. Eh bien, c'est en fonction des scores qu'on va éventuellement prendre une décision en affirmant qu'il s'agit de telle ou telle émotion. C'est un petit peu ce qui se passe avec un moteur de recherche d'informations sur le web. Lorsque vous tapez une requête, vous n'avez pas une seule réponse, mais vous avez une liste de réponses et ensuite c'est à vous de sélectionner la bonne réponse. Si je dis ça, c'est parce que c'est important d'avoir en tête que ce n'est pas nécessairement la première réponse fournie par le système qui est la meilleure. Et que donc là, ici, on voit quand même, y compris en sortie des systèmes, on peut avoir un traitement à faire qui peut être un traitement automatique ultérieur de sélection, de calcul de confiance, ou un traitement manuel qui va permettre à l'utilisateur de choisir la réponse qui le satisfait ou la bonne réponse. Et donc là aussi, on voit qu'on a, ce que je viens de dire là, ça souligne en fait un des enjeux des recherches actuelles, c'est de fournir une intelligence artificielle, de fournir des approches qui sont suffisamment transparentes, qui permettent d'expliquer les réponses qui sont fournies par les systèmes automatiques. Voilà, donc ça fait partie de ces approches, enfin des questions qui sont importantes à l'heure actuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un système fournit différentes possibilités avec des scores
et que les systèmes qui ne fournissent qu'une réponse sont des systèmes qui généralement, en fait, on fait le choix de choisir soit celle qui a le score supérieur, soit de choisir une réponse parmi d'autres, mais d'une manière qui n'est pas toujours explicite, hein. Voilà, donc c'est très important d'avoir ça en tête. Alors, l'autre élément, et pour ça que tout à l'heure je disais que éventuellement les approches symboliques à base de règles ou les approches numériques étaient complémentaires, c'est que vous avez compris que pour qu'un système d'apprentissage supervisé puisse fonctionner correctement, il faut lui fournir des exemples. Et une bonne manière de fournir des exemples à un système, c'est justement de fournir des documents qui ont été annotés. Et donc, une technique, une manière possible de procéder, c'est de commencer par des approches à base de règles pour commencer à avoir des premiers exemples à noter, et puis ensuite de les élargir pour essayer de généraliser. Donc, il y a une certaine complémentarité qui est possible dans le processus, du moins, entre les approches d'annotation qui vont faire intervenir du traitement manuel et puis des approches ensuite automatiques qui vont exploiter ces informations-là. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour mettre en œuvre tout ça, eh bien, il faut un grand nombre de ressources, qui soient aussi bien des ressources logicielles que des ressources textuelles ou sémantiques ou lexicales. Et bon, c'est un petit peu ce qui est mis en œuvre ou ce qui est recensé dans des infrastructures européennes telles que Clarine, qui est actuellement, dont la participation française est portée par la TGIR Humanum, que dans l'équipement ortholangue, hein, qui est centré sur les ressources développées par la communauté française, par les laboratoires français pour le traitement automatique des langues, ou des ressources spécialisées, hein. C'est le cas par exemple de ce que le CHU de Rouen propose avec le SISMEF, qui est en fait un catalogue de sites médicaux de langue française qui propose entre autres choses des lexiques, des ressources lexicales, des documents de littérature médicale scientifique francophone qui permettent donc des traitements spécifiques dans ce domaine. Voilà, au niveau européen, il y a aussi différents projets qui ont eu lieu ou qui ont lieu vers le développement de services intégrés pour mettre en œuvre des chaînes de traitement de fouilles de texte. Et c'est le cas par exemple d'OpenMinded, avec de très nombreux services pour différentes langues ou différents domaines qui sont proposés. Alors, une fois qu'on a identifié, qu'on a bien compris qu'il y avait, disons, ces différentes familles d'approches, eh bien, on peut commencer à se diriger vers la question de comment les mettre en œuvre. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, on a d'un côté, si je reprends un petit peu le schéma de processus que j'ai montré au tout début, le premier problème, c'est un problème de collecte de documents, de collecte de textes. Alors, pour ça, soit vous utilisez des moteurs de recherche du web, qui peuvent être généralistes ou qui peuvent être spécialisés dans une problématique, par exemple le moteur de recherche Isidore pour les SHS, soit vous avez déjà une collection de textes et vous voulez extraire de cette collection un sous-ensemble de documents à fouiller. Et donc pour ça, le mieux, c'est de faire votre propre indexation et ensuite de poser des requêtes, d'établir des critères de sélection des documents. Alors pour faire ça, eh bien, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Apache Lucene, qui est un moteur qui présente de très nombreuses fonctionnalités et des modèles très, très, très performants de recherche d'informations et qui a été décliné en différentes versions, dont Elasticsearch est une de ces versions-là, qui en plus de vous permettre de faire de la recherche, permet aussi de faire de la visualisation de données et de l'analyse, un certain nombre d'analyses également des contenus. Alors dans Elasticsearch, vous avez différents modules, hein, et une fois que vous avez fait l'indexation, eh bien, vous pouvez visualiser par exemple des usages au fil du temps, hein, ou visualiser ou établir des projections en fonction des métadonnées qui sont présentes, de vos contenus documentaires sur des cartes géographiques, hein, et donc faire un certain nombre d'analyses, de visualisation de l'ensemble des données. Alors c'est un logiciel qui n'est pas très facile à appréhender, hein, mais malgré tout
Bon, vous passez un jour ou deux à vous former à Elasticsearch et vous arriverez à l'utiliser sans trop de difficultés. Donc ça, c'est pour l'aspect extraction. Extraction de documents, hein, constitution de collection. Si on s'intéresse maintenant réellement aux méthodes en tant que telles, donc aux méthodes que j'ai énumérées, qui vont permettre soit d'enrichir les textes, soit de faire de la classification, par exemple, hein, eh bien, vous avez des environnements qui mettent en œuvre des méthodes numériques qui vous proposent de faire ça un petit peu comme on assemblerait des Lego, hein, de manière graphique, avec des modules d'apprentissage qu'on va juxtaposer les uns aux autres. Et donc, comme ceci, on va pouvoir constituer une chaîne de traitement plus ou moins complexe. Alors, c'est le cas de Weka, qui propose aussi en outre un module d'exploration qui vous permet, par des jeux de menus et de fenêtres, de sélectionner des méthodes et de définir des jeux de paramètres, de configurer les méthodes et donc de les appliquer sur des jeux de données. Donc c'est voilà, donc ce qui est mis en avant par Weka, c'est le fait de pouvoir faire de l'apprentissage machine sans programmer. Donc c'est en grande partie vrai, si ce n'est qu'il va rester tout de même la question de la mise en forme des données. Et donc, bon, c'est rare qu'on puisse arriver à mettre une chaîne de traitement intégralement en œuvre sans avoir jamais à programmer, mais c'était un petit peu l'idée. Alors, Weka, c'est un environnement qui a une vingtaine d'années, qui continue à évoluer, qui évolue très très nettement, hein, mais qui continue à évoluer. Mais c'est un environnement qui, il y a encore quelques années, était vraiment l'environnement de choix à utiliser lorsqu'on voulait mettre en œuvre des approches d'apprentissage pour la fouille de texte. Actuellement, comme on va le voir, il y a d'autres alternatives qui sont tout à fait crédibles. Alors, avant de parler de ces alternatives-là, je voudrais mentionner l'environnement Unitex, qui est un environnement qui vous permet aussi très facilement et graphiquement de mettre en œuvre des approches symboliques, des approches à base de règles, que vous pouvez appliquer sur des textes dans des langues différentes, hein, et éventuellement en vous appuyant sur des lexiques que vous auriez déjà à votre disposition pour faciliter le traitement ou l'écriture des règles. Vous avez d'autres plateformes qui vont vous permettre, vous aider à constituer des ressources documentaires, à faire de la notation, à produire des exemples pour les systèmes d'apprentissage. C'est le cas par exemple de Gate. Hein. Ici, vous avez des exemples d'annotation grammaticale en haut et puis en bas d'annotation en polarité, hein, et puis en catégorie. Hein. Voilà, donc c'est un outil avec une interface graphique qui vous permet de surligner des passages de texte et puis d'attribuer des annotations. Et puis en sortie, cela vous permet d'avoir des fichiers XML avec des balises, qui reflètent les annotations, et donc de pouvoir être ensuite textes qui peuvent être ensuite utilisés directement par les systèmes d'apprentissage, par exemple. Hein. Et ce type d'outils ou d'environnement, eh bien, vous en avez d'autres qui vont être plus tournés vers une utilisation ou une intégration avec d'autres environnements dédiés à la fouille de texte. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une séparation forte avec d'un côté un logiciel pour faire de l'annotation et puis de l'autre côté des logiciels de traitement. On a une intégration plus forte dans la chaîne en termes d'homogénéité des technologies. Et donc c'est le cas de cette solution-là. Donc il vous permet à la fois de faire de la notation, mais également d'appliquer des premiers modèles pour vous fournir un premier jeu d'annotation que vous pouvez ensuite éditer à la main, etc., etc., etc. Et donc finalement qui va vous aider à améliorer des modèles déjà existants par une itération entre la création d'exemples, la création de modèles, de la notation, etc., etc. Voilà, donc là, c'est une technologie qui marche aussi bien dans différentes langues également, avec différents jeux de caractères.
et qui présente l'intérêt de mélanger en fait, les approches manuelles par surlignage avec des approches à base de règles qui vous permettent plus ou moins de généraliser ou de dégrossir le terrain et puis de réitérer avec des modèles entièrement automatiques. Alors, par exemple, par les modèles entièrement automatiques, actuellement, un module très populaire, enfin une bibliothèque très populaire de modules, c'est Spacie, qui vous propose en fait un ensemble de fonctionnalités que vous pouvez appeler, exécuter directement en langage Python avec quelques lignes de code, très très peu de lignes de code. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir des bibliothèques de haut niveau qui vous permettent de faire des traitements qui, il y a encore peu de temps, n'étaient possibles que par l'intermédiaire de longues pages de code ou bien via des environnements comme Weka. Alors avec Spacie, eh bien, vous avez ici un exemple dans lequel vous avez le code en Python, donc c'est la partie supérieure de l'écran, qui vous montre en fait comment faire en sorte, à partir d'une phrase, d'obtenir l'ensemble des groupes nominaux de la phrase, et puis après de lister les verbes que la phrase contient en mettant leur forme à l'infinitif. Donc c'est déjà des traitements qui sont a priori assez complexes. Et donc si on regarde le code, en quoi est-ce qu'il consiste? Tout d'abord à charger des modèles qui sont associés à la langue anglaise. Ensuite, on définit la phrase qu'on veut traiter. Alors bien sûr, cette phrase-là, elle peut venir d'un fichier, on n'est pas obligé de la mettre dans le code, évidemment. Et puis ensuite, vous avez derrière le commentaire, là, en dessous du commentaire Analyze Syntax, eh bien, vous avez les deux prints qui correspondent en fait à l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, vous voyez le code qui correspond à l'identification des groupes nominaux à l'intérieur de la phrase, et puis dessous à l'identification des verbes. Donc, en fait, on va chercher les mots qui ont comme étiquette l'étiquette verbe, et pour chacun de ces mots, eh bien, on va récupérer le lemme du mot qui, lui, est stocké dans des dictionnaires qui sont disponibles dans l'environnement. Et eh bien, on va écrire le tout à l'écran, et on va également, dans la dernière ligne, demander à identifier les entités nommées, donc des noms propres, à l'intérieur du texte. Voilà, les noms propres, les dates, les noms de lieux, etc., etc. Donc vous voyez, ce type de fonctionnalité, en fait, il est disponible par programme avec des lignes de code qui sont très très courtes. Alors bien sûr, il faut avoir quelques idées, quelques notions de Python pour arriver à les manipuler, mais on voit bien que c'est pas vraiment un problème de développement informatique. Voilà, il faut être capable de manipuler un langage de programmation, mais sans nécessairement comprendre les modèles sous-jacents. Alors, bien sûr, ça a ses limites aussi, parce que si on ne comprend pas les modèles sous-jacents, on a du mal à percevoir les limites des modèles. Et puis, comme ces modèles sont perfectibles, ou ces méthodes sont perfectibles, bien sûr, on peut identifier aussi des problèmes qui vont nécessiter de revenir à la case de développement ou de recherche dans le domaine. Alors, les fonctionnalités de Spacie, elles sont nombreuses. Au-delà de celles que je viens de dire, il y a l'identification de phrases, la mise en relation d'entités, la désambiguisation d'entités, par exemple pour des noms propres, d'essayer de déterminer de qui il s'agit parmi plusieurs personnes qui portent le même nom. Donc ça s'appuie sur des bases de connaissances, sur des bases avec des identifiants qui sont déjà prédéfinis. Donc on peut intégrer ses propres bases de données. Ça permet de calculer la similarité entre des textes en fonction des contenus, de faire de la classification à partir du moment qu'on peut calculer des similarités, mais on peut essayer de trouver des documents qui sont cohérents les uns avec les autres, ou de comparer des documents avec des catégories, avec des documents représentatifs de catégories, et donc faire de la classification.
Voilà, donc il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont vraiment des fonctionnalités sur des collections de documents qui sont également déjà implémentées. Alors, Spacey n'est pas la seule, n'est pas la seule possibilité. Vous en avez une autre qui a un peu plus d'ancienneté, hein, qui est NLTK, qui fournit aussi des fonctionnalités comparables à celles de Spacey, qui présente par contre l'avantage d'avoir directement disponible dans l'environnement un certain nombre de corpus ou de bases de données ou de bases de connaissances qui sont particulièrement intéressantes et qu'on peut aussi récupérer pour exploiter dans d'autres types de projets. Donc voilà, donc ça c'est aussi une valeur ajoutée importante de NLTK qui est intéressante. Alors par exemple, ici vous avez le code, vous avez un exemple de code en utilisant un NLTK. Alors on est toujours en Python ici, hein, mais qui vous montre comment tokeniser, donc ce qu'on appelle tokeniser une phrase, c'est identifier les mots, les unités lexicales à l'intérieur d'une phrase. Comment déterminer les listes, enfin identifier les étiquettes, les catégories morphosyntaxiques des mots, donc les prépositions, les verbes, les adjectifs, et puis les entités nommées, donc c'est le code que vous avez au milieu, hein, donc vous avez aussi une seule ligne de code qui permet de faire ça, et puis vous avez la sortie qui est proposée, donc on reconnaît que Arthur est un nom propre. Et puis sur le bas, vous avez une analyse syntaxique en constituant qui est proposée. Et donc vous pouvez voir les dépendances qu'il y a entre les constituants, donc les groupes nominaux, le sujet avec le verbe, etc. etc. Alors dans NLTK, vous avez également un module d'analyse de sentiment. Qui vous est proposé. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'analyse de sentiment, c'est plutôt l'analyse de polarité du texte. Est-ce que le texte a une polarité, une connotation positive ou négative? Et ce que vous voyez dans le code sur la partie supérieure de la diapo, c'est que vous pouvez aussi très facilement, très rapidement, à partir du moment où vous êtes inscrit sur Twitter, eh bien, récupérer des tweets à partir d'un certain nombre de mots-clés et ensuite, par exemple, comme ici, les analyser. Alors bien sûr, les limites sont les limites de l'API Twitter, hein. Donc vous accédez qu'à une toute petite partie des tweets qui sont publiés, mais malgré tout, ça permet de se constituer des corpus intéressants. Voilà, donc ça vous montre, ces deux, que ce soit Spacey ou NLTK, vous montre que finalement, proposer ou déployer des solutions de fouille de texte au niveau de l'analyse des contenus d'un document, eh bien ça se fait avec un effort vraiment très relatif en termes de programmation. Finalement, le plus compliqué, si on voulait mettre en œuvre par exemple une analyse de sentiment telle que celle que vous voyez ici, mais le plus compliqué c'est encore de mettre en forme les données si on travaillait sur des documents réels, hein, il faudrait les récupérer, les mettre en forme, éventuellement construire un nouveau modèle, un nouveau corpus d'apprentissage. Mais vous voyez, cet effort-là, l'effort est vraiment peut être concentré sur la mise en forme des données, l'adaptation des données, plus que sur l'écriture ou le développement de la méthode elle-même. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, hein, de tout cela. Alors là, je vous ai montré j'ai évoqué deux environnements. Hein. Alors on les manipulera durant l'atelier. Hein. Bon, vous en avez quantité d'autres. Hein. Vous avez des modules qui sont, alors c'est le cas d'OpenNLP, qui lui est dans l'environnement, enfin à Apache, qui est plutôt tourné vers Java, mais qui propose des fonctionnalités qui sont comparables, qui sont assez proches, en tout cas dans l'esprit, avec celles de Spacey ou de NLTK. Et puis vous avez un autre ensemble d'autres bibliothèques qui, elles, vont être plus tournées vers la science des données en général, ou plus dirigées à destination de développeurs. Hein. Donc ça va être le cas de scikit-learn qui va vous proposer des méthodes de classification, de partitionnement, que vous pouvez appliquer sur des données
disons, mises en forme, sous forme de lignes-colonnes, hein, pour un peu classifier, pour un peu résumer la chose. Et donc, si vous avez des données qui sont des données numériques ou des données textuelles que vous avez numérisées au sens de la vectorisation, hein, au sens des vecteurs de mots, eh bien, vous pouvez les appliquer sur ces données-là. Et puis, vous avez également un certain nombre de bibliothèques qui, elles, vont être plus destinées à la mise en œuvre d'approches d'apprentissage automatique de type apprentissage profond, deep learning. Et là, vous avez une domination assez nette des acteurs industriels dans ces domaines-là, en tout cas au niveau des environnements utilisés, hein, qui sont d'un côté TensorFlow, qui est développé par Google, et de l'autre côté PyTorch, qui a été développé à l'origine par Facebook. Alors, ce sont des bibliothèques qui vont vous permettre d'expérimenter des approches d'apprentissage profond de manière plus ou moins complexe, de manière plus ou moins détaillée. Donc, demain dans l'atelier, on utilisera Keras, qui vous permet en quelques lignes d'exploiter des approches qui sont implémentées dans TensorFlow. Donc vous voyez, on a ici des bibliothèques qui sont construites les unes sur les autres, hein. C'est très typique de ce qu'on fait en général en Python, mais qui vous permettent d'expérimenter éventuellement des configurations originales de réseaux neuronaux ou d'expérimenter vos propres modèles finalement avec un effort de développement relativement faible. Alors, peut-être que ce que vous voulez vous poser la question, est-ce qu'en R, qu'est-ce qu'on peut faire avec R? Alors, c'est évident que R est énormément utilisé en analyse de données ou en fouille de données en général. Et donc, vous avez aussi dans R la possibilité d'utiliser, par exemple, OpenNLP. Hein, vous avez une interface pour R d'OpenNLP, ou d'autres packages R, tels que le package TM de text mining, qui va vous permettre de faire de la fouille, de la manipulation de documents XML. Et puis, ce que vous avez, donc la vectorisation par exemple, et puis ce que vous avez, ce type de représentation ensuite, eh bien, vous allez pouvoir exploiter les autres ressources de R ou bibliothèques de R, pour faire, par exemple, de la classification ou du partitionnement. Donc, c'est très simple aussi de faire cela en R. Vous avez des modules d'analyse de sentiments qui sont proposés en R, mais bon, globalement, si on regarde l'ensemble des travaux ou des propositions qui sont faites en fouille de texte, il est absolument évident que ces dernières années, l'essentiel de l'effort et l'essentiel de la communauté se concentre sur Python. Donc, si vous avez, disons déjà des connaissances ou des compétences en R, eh bien, utilisez R. Si vous débutez dans le domaine, je vous conseille vraiment de partir autour de l'environnement Python, et c'est là-dessus que vous trouverez le plus de possibilités, et ce ne sera pas du tout plus complexe qu'avec R, même généralement au contraire. Alors, puisque j'ai parlé là, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est plutôt l'aspect, bien, on va essayer d'assembler des briques logicielles de bas niveau pour construire son propre développement, sachant que ça peut être éventuellement utilisé, ce qu'on vient de voir, uniquement pour mettre en forme les documents, hein, ou pour faire de la notation, de l'enrichissement de documents, et ensuite vous pouvez utiliser éventuellement autre chose. Ce que je vais énumérer maintenant, ce sont plutôt les plateformes logicielles, disons, complètes, orientées utilisateurs, pour la fouille de texte. Alors, vous avez énormément d'acteurs industriels. Alors, j'ai déjà évoqué un certain nombre d'entre eux, hein, parmi les grands acteurs du grand public, les GAFAM notamment. Mais vous en avez quantité d'autres, hein, y compris chez des acteurs de taille importante. Ça peut être Xerox ou ça peut être IBM, hein, mais également énormément de PME ou de petites entreprises ou de start-up qui se positionnent sur des domaines spécifiques, sur des marchés de niche,
et qui développent des solutions adaptées à ces marchés-là ou à des applications particulières dans certains domaines. Ça peut être pour le monde du journalisme, ça peut être pour le monde du commerce en ligne, ça peut être, voilà, il y a toutes de solutions qui vont être bien adaptées à ces domaines-là. Adaptées, ça veut dire en termes d'intégration à des processus, à des systèmes d'information d'entreprise, ou ça peut être adapté en termes de ressources expertes, de ressources métiers ou de ressources lexicales qui sont intégrées dans les solutions. Vous en avez quantité aussi dédiée à la fouille de la littérature scientifique, en domaine médical, dans le domaine de la chimie, et ainsi de suite. Alors par contre, au niveau du grand public, alors bien sûr, on utilise tous des outils de fouille de texte au quotidien, même parfois sans s'en rendre compte. Alors lorsqu'on se sert d'un moteur de recherche du web, c'est à peu près clair. Mais lorsque vous allez sur une plateforme de vidéo en ligne et quand vous faites de la recommandation, là aussi, il y a eu de la fouille de texte qui a été effectuée. Les textes étant par exemple les commentaires des spectateurs sur les contenus qui vont être analysés, qui vont être fouillés, qui vont être mis en relation les uns avec les autres et qui vont aboutir à de la suggestion, de la recommandation d'achat ou de la recommandation de livres à lire ou de films à regarder. Alors par contre, dans les applications qu'on utilise au quotidien, c'est-à-dire les traitements de texte par exemple, eh bien on a relativement peu d'outils de fouille qui sont proposés. Alors bien sûr, on connaît les correcteurs orthographiques, mais c'est un petit peu particulier. Mais si on voulait des outils réellement de fouille au sens navigation, classification, il y en a relativement peu. Il y en a un sur lequel, j'insiste un petit peu parce qu'il est vraiment très, très différent et très original. C'est le logiciel DevonThink qui vous permet plusieurs choses. D'abord, il vous permet de définir, d'associer à des projets, à la notion de projet, un projet d'écriture par exemple, un ensemble de documents. Et donc, vous pouvez organiser vos documents pour ce projet-là sans que ça modifie votre organisation dans votre ordinateur, dans votre disque dur. Donc, on a une virtualisation finalement de l'organisation qui n'est pas nécessairement celle du disque dur. Et donc, déjà, ça, c'est assez original. Ça vous permet aussi d'associer des métadonnées à vos documents, comme le ferait une plateforme de gestion électronique de documents, de GED. Donc ça, on reste dans l'assez classique, mais pour autant, on n'est pas dans un système d'information de jet d'entreprise. Et puis, il y a des outils, là, franchement, plus avancés. Donc, vous avez des outils qui sont intégrés qui vont vous permettre, par exemple, de retrouver des documents similaires à un autre document, un document donné, en fonction de la comparaison des contenus. Donc, là, on est vraiment sur de la similarité vectorielle, sur de l'analyse lexicale. Et également un module de classification. Donc c'est un outil qui est très simple à utiliser et qui vous fournit réellement des outils d'organisation, de classification ou de comparaison de texte dans un outil grand public. Voilà, donc ça fait partie de ces quelques rares exemples d'outils de fouille qui sont mis à disposition. Alors sinon, si on regarde un petit peu dans les offres d'autres industriels, on en trouve un certain nombre qui vous proposent de faire de l'analyse de sentiments ou d'opinion, des traitements multilingues, du filtrage ou de l'extraction d'informations, ou pour ceux qu'on voit ici, d'avoir d'un côté de la classification automatique, du partitionnement, pour OpenText, d'avoir à la fois ici une solution de stockage, une solution de GED et d'analyse de métadonnées qui va également vous permettre d'avoir des représentations graphiques de vos contenus documentaires. Par exemple, après une identification de termes, de domaines ou de noms propres, et bien de voir comment est-ce que les textes sont reliés par l'intermédiaire de ces noms propres, voir lesquels ils ont en commun, de voir les co-occurrences des termes, de créer des cartographies finalement de documents ou éventuellement d'emails. Alors ce sont bien sûr des outils très intéressants, mais il faut avoir en tête que ce sont des outils qui se veulent génériques et que donc ça a l'avantage bien sûr de pouvoir s'appliquer à des documents de nature différente, mais en même temps, eh bien, ça rend difficile l'adaptation, et donc généralement, il faut s'attendre à une performance bien moindre que celle que l'on aurait avec des outils dédiés. Alors par ailleurs, ce sont des outils qui sont plutôt des outils orientés entreprise,
qui donc nécessite d'avoir une robustesse ou une intégration avec, par exemple, des systèmes d'information d'entreprise ou des infrastructures déjà existantes. Et donc, ça peut présenter généralement l'inconvénient de correspondre finalement à des technologies ou à des approches qui sont un petit peu anciennes, aussi bien en termes d'ergonomie qu'en termes de fonctionnalité. Alors, bien sûr, si vous voulez faire de l'analyse lexicométrique, ce sera tout à fait adapté, hein. Mais si vous voulez aller vers l'état de l'art, disons, en termes de qualité, par exemple de classification, de catégorisation, d'extraction d'informations, vous serez bien en deçà avec ces outils. Alors, ce n'est pas le cas si on s'intéresse à des solutions telles que celles qu'on a via, par exemple, l'environnement Watson d'IBM, hein. Donc là aussi, vous vous retrouvez dans un environnement de type, de qualité industrielle en termes de robustesse, d'intégration, de fiabilité. Et donc avec des fonctionnalités telles que celles que vous voyez ici, par exemple sur l'extraction d'entités, de mots-clés, l'identification de sentiments associés à des textes ou à des mots-clés, hein, ou alors après l'ensemble de classifications en émotions, de classification en catégories thématiques. Donc pour l'ensemble on va retrouver ici les fonctionnalités qu'on retrouve dans les systèmes état de l'art, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais on se retrouve ici dans un environnement clairement industriel qui n'est pas un environnement clé en main qu'on va télécharger et puis installer. Donc ça veut dire qu'on se retrouve ici dans la nécessité de rentrer plutôt dans un projet, dans une perspective, dans une démarche projet, en l'occurrence dans le cadre de l'environnement Watson, hein, et donc plutôt dans un travail qui va être fait plutôt sur le long terme. Alors, bon, là j'ai évoqué des outils ou des environnements qui vont être dédiés à l'analyse de texte, de contenu, hein, mais vous avez aussi d'autres environnements qui vont être plutôt centrés sur l'exploitation de la fouille de texte pour faire de la navigation. C'est par exemple le cas de Gargantext, hein, qui vous permet d'explorer des collections de documentaires, notamment des articles scientifiques, après une analyse de contenu qu'il effectue également, et qui va vous permettre par exemple de mettre en relation, d'établir des graphes de relations entre des termes, entre des thématiques, ou entre des auteurs, ou entre des articles. C'est le cas aussi de vos viewers qui va vous permettre aussi de voir les relations qu'il peut y avoir entre des auteurs et des thématiques, de voir émerger des communautés d'auteurs ou de chercheurs, afin donc de fouiller de la littérature scientifique avec des interfaces graphiques tout à fait ergonomiques et l'exploitation d'outils de briques de logiciels de fouille de texte. Donc par exemple, pour arriver à identifier des couples de mots, des termes particulièrement représentatifs d'articles, de les mettre en relation les uns avec les autres, d'identifier quels sont les thèmes émergents ou les thèmes les plus souvent sur lesquels il y a le plus de publications. Voilà. Donc, alors tout ça, encore une fois, ça ne répond pas à des problématiques, ça ne vous permettra pas directement de déterminer quelle est la problématique émergente, hein. Ça va vous fournir des visualisations qu'il va ensuite falloir interpréter, exploiter de manière humaine pour arriver à en tirer des conclusions. Mais en tout cas, là, ici, on a un ensemble de solutions, vous voyez, qui sont des solutions de fouille de texte, qui sont clairement orientées vers l'utilisation, vers l'utilisateur. Alors, les derniers éléments que je vais vous montrer, là, ça vous pose directement la problématique et la question de la visualisation des données et la visualisation des sorties des systèmes de fouille de texte. Et si on revient au premier diagramme que je vous ai montré, qui schématise le processus de fouille, eh bien, ce que je vous avais dit, c'était que
il est toujours intéressant, après qu'on ait sélectionné des données, qu'on ait sélectionné des textes, qu'on les ait mis en forme, de commencer à les explorer pour arriver à déterminer quel est le type d'approche qui allait pouvoir être mise en œuvre, ou pour explorer également les collections de documents après une première phase de traitement. Voilà. Et puis, ben, naturellement, il va être intéressant aussi éventuellement de réfléchir à l'exploration et à la visualisation donc des sorties, en fait, des solutions qui sont proposées par les outils de fouille de texte. Alors là-dessus, il y a énormément, sur cette thématique-là, il y a énormément de propositions qui sont faites depuis une trentaine d'années. Et il y a à la fois beaucoup de propositions qui peuvent paraître très séduisantes, et puis on a énormément de propositions qui, au-delà du premier aperçu très positif, font apparaître une difficulté qui est double. La première difficulté, c'est être capable d'interpréter les visualisations qui nous sont proposées. Et puis la deuxième, c'est d'arriver à clairement identifier finalement quelles sont les limites des visualisations qui sont fournies. C'est-à-dire à quel point elles sont représentatives de la réalité des données ou à quel point elles les schématisent de manière trop synthétique. Alors, pourquoi il y a ce type de problème? Si on revient, alors lorsqu'on est sur une cartographie, on peut comprendre qu'il y a différents niveaux de zoom, etc., qui peuvent masquer des informations, c'est vrai. Mais en même temps, si on revient aussi au modèle, numérique, lorsque je disais que les documents peuvent être représentés par des vecteurs et que les documents travaillent sur des comptages de mots, ça sous-entend l'idée que finalement, chaque forme correspond à une entité différente de toutes les autres. Et donc, si on a représenté ça un petit peu dans un espace, on a des espaces dans lesquels on a en gros chaque dimension de l'espace, chaque orientation de l'espace, chaque direction correspond à un mot différent. Et donc, si on a un vocabulaire de 1000 mots, on a des espaces à 1000 dimensions. En réalité, on travaille plutôt avec des vocabulaires de quelques millions de mots. C'est la réalité. En fait, s'il y a à peu près quelques 30 ou 50 000 mots dans un dictionnaire, eh bien, lorsqu'on ajoute les différentes flexions des mots, les conjugaisons et autres, et lorsqu'on ajoute surtout tous les noms propres, tous les acronymes, eh bien, on va se retrouver plutôt avec un vocabulaire qui va être de l'ordre de la taille qui va s'exprimer à millions. Et donc, si on voulait représenter réellement les documents, ces modèles-là dans un espace, eh bien, il faudrait travailler sur des espaces de taille, avec 1 million de directions différentes. Si on travaillait sur des espaces de dimension réduite, c'est ce qu'on fait beaucoup en deep learning par exemple, on va quand même travailler sur des espaces de représentation qui vont avoir 200 ou 300, enfin quelques centaines de dimensions. Et donc, dans tous les cas, on n'arrive pas directement à représenter les données, à moins de faire une projection en 2D ou au mieux en 3D. Et donc, on a naturellement, dès qu'on fait de la représentation graphique, eh bien, on a différentes alternatives pour faire la meilleure représentation possible, c'est-à-dire pour essayer de conserver au mieux les distances réelles entre les données et pour avoir une bonne représentativité de la visualisation. Alors, à ce jeu-là, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les systèmes automatiques, en fait, ne fournissent pas une réponse, mais fournissent des réponses avec des scores. C'est ce qui se passe généralement. Et donc, pour cela, ce qui est encore le plus efficace actuellement, en tout cas ce qui est le plus utilisé, c'est de présenter des résultats d'un système en fonction de listes ordonnées. Et c'est ce qu'on a sur les moteurs de recherche du web. Vous avez des listes de réponses. Alors pour autant, il y a des alternatives qui ont été proposées. Ici, vous avez un moteur de recherche qui s'est proposé de présenter les résultats d'une requête, pas seulement sous forme de liste. Vous avez quand même la liste en bas, même si chaque document est représenté d'une manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais vous avez également une frise chronologique qui vous indique une datation des articles en question qui ont été trouvés, une projection géographique, les mots-clés principaux. Donc vous voyez, vous avez ici une alternative à la simple liste qu'on a habituellement sur les moteurs de recherche. En fait, il y a énormément de propositions qui ont été formulées, qui ont été implémentées, qui ont été testées, parfois qui ont été déployées dans des solutions réelles.
Certaines, comme la première en haut à gauche, vous permettent de voir sur un espace à 2 dimensions l'axe temporel sur les abscisses et puis l'axe thématique sur les ordonnées. Donc ça vous permet de suivre en fait un certain nombre de flux documentaires. Sur la droite, moi j'ai déjà un petit peu évoqué ça, c'est dès que vous avez des données qui sont reliées, par exemple des articles qui sont reliés les uns aux autres par des références bibliographiques, eh bien, vous avez toute la question de la fouille de graphes, de la détection de communautés dans les graphes, et donc de la visualisation de graphes, hein, comment arriver à faire en sorte de les visualiser de manière intéressante. Et ce que vous avez en bas, ce sont des propositions de cartographie d'espaces documentaires. En bas à gauche, c'est une proposition qui a une vingtaine d'années qui proposait de représenter à la fois des espaces documentaires, donc c'est les petits points que vous avez en rouge, vert, dans un espace en 3D, avec des projections sur des cartographies, sur des cartes géographiques, hein, et puis sur des axes temporels également. Et donc, il vous permet de croiser en fait différents types de visualisation à une seule. Et puis, ce que vous avez en bas à droite, c'est le résultat d'une classification de nouvelles, d'informations, de manière hiérarchique, où vous voyez en fait les différentes thématiques exprimées par des couleurs, et puis le niveau de la hiérarchie ou l'importance de la nouvelle, hein, en fonction du nombre de fois qu'elle a été citée, ou on peut imaginer différents critères. En fonction de la taille. Donc là, ce sont des espaces documentaires. Je crois que Newsmap est toujours actif et traite donc de manière dynamique les news qui paraissent dans Google News et donc vous propose une visualisation graphique des infos de Google News comme celle-ci. Alors maintenant, si on est plus dans le texte lui-même, là, vous avez un exemple d'interface proposée par IBM pour fouiller, pour faire de l'analyse de discours, par exemple. Donc, vous partez d'un mot et puis vous voyez les différents mots qui peuvent suivre le mot que vous avez choisi. Et donc, analyser comme ceci comment les mots sont utilisés ou comment est-ce que les mots sont associés dans un certain nombre de discours. Et puis vous avez ici une entreprise québécoise qui vous propose un certain nombre de représentations de textes qui vous permettent par exemple de faire de l'analyse contrastive de champs lexicaux, de l'analyse diachronique donc ici on est sur des tweets et donc sur l'analyse lexicale du vocabulaire employé dans les tweets au fil du temps. Et puis en haut, vous avez une analyse des occurrences des noms de personnages ici ce sont les Misérables. Et donc vous pouvez voir un petit peu, ça vous permet d'avoir une visualisation à quel moment du roman est-ce que les personnages apparaissent. Donc vous voyez, tout ce type de représentation graphique, eh bien, ce sont des représentations qu'on peut, qui peuvent arriver à la suite d'une analyse des contenus. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a une première étape où on extrait automatiquement les noms propres, on extrait automatiquement les termes qui nous semblent intéressants à l'intérieur d'un texte, on extrait automatiquement les tweets, et puis une fois qu'on a des données correctement formatées, mises en forme, généralement en XML ou en équivalent, eh bien, on va utiliser un logiciel de visualisation qui va récupérer ces données annotées et puis qui va fournir des analyses et des visualisations des contenus. Alors, si on est sur des modèles un petit peu plus récents, vous avez ici, c'est le cas ici de la bibliothèque GenSim, donc on revient là plutôt vers des bibliothèques pour Python. Hein. L'idée ici, c'est d'exploiter des modèles statistiques qui ont été appris sur des très 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 grandes quantités de textes, donc des millions ou plus de documents, hein, et qui permettent de représenter en fait les mots dans un espace qui a été construit en fonction des co-occurrences de mots. Donc, c'est-à-dire, c'est la proximité de co-occurrence de mots, de co-occurrence de différents mots qui permet de délimiter ou de situer les mots dans des espaces lexicaux.
Alors, ça permet notamment d'avoir des représentations de mots, de situer les textes dans des espaces sémantiques, hein, c'est-à-dire de faire en sorte que deux documents, pardon, qui parlent de la même chose, mais qui emploient des mots qui peuvent éventuellement différents, se situent, soient positionnés dans des zones de l'espace, dans des zones de l'espace identiques. Alors, vous avez des navigateurs, hein, qui vous permettent d'explorer ces espaces sémantiques, donc qui permettent de mettre en perspective, par exemple, des documents que vous avez par rapport à des modèles qui ont été appris dans la langue en général, et donc de situer un petit peu l'usage de vos mots par rapport à d'autres. Alors là, on est dans un domaine plus ou moins expérimental, parce qu'en fait, on ne sait pas très précisément le type de relation et comment interpréter précisément la proximité dans ces espaces-là, autrement que par dire qu'on a une proximité en fonction des co-occurrences qui ont été observées dans les textes, oui, mais en fait, on s'aperçoit que dans ces modèles-là, on peut avoir des proximités qui sont d'ordre syntaxique ou des proximités qui sont d'ordre sémantique, hein, voilà. Et donc là, c'est un domaine tout à fait exploratoire. Parmi les choses qui sont explorées actuellement, c'est comment, par exemple, au fil du temps, eh bien, les positions des écrits d'un auteur, par exemple, peuvent évoluer, hein, ou d'informations autour d'une thématique peuvent évoluer. Et donc, étudier les trajectoires de ces espaces de représentation, ça fait partie des recherches qui sont intéressantes, qui sont menées actuellement. Voilà. Donc, c'est quelque chose. Alors, là-dessus, il serait intéressant, par exemple, hein, pour montrer la pluridisciplinarité, d'avoir un regard. Euh, disons, d'experts, hein, qui permettrait de qualifier ou pas, de qualifier les trajectoires dans ces espaces-là, de mesurer leur pertinence, ou d'avoir un regard critique, ou de prendre du recul sur les travaux qui sont faits dans ce domaine-là. Voilà, donc ça permet par exemple de savoir les mots qui sont dans un espace documentaire donné, et bien les mots qui sont les plus proches du mot free, donc c'est ici freedom, software, source, tools. Voilà, donc on peut imaginer qu'ici, eh bien, on a exploré ou on a représenté un ensemble de documents qui sont liés à la science ouverte dans le domaine du logiciel. Et donc on arrive à voir ces proximités de vocabulaire, alors que si on nous avait demandé a priori quel est le vocabulaire qui permet de qualifier les sources ouvertes, peut-être qu'on aurait un petit peu plus de mal. Et donc là, on a des candidats de listes de termes intéressantes qui sont proposés, sachant que ces représentations-là s'appuient aussi sur l'usage des mots, des mots en général. Alors, voilà, donc si vous voulez, ce que je viens d'évoquer là, ce sont des pistes aussi d'exploration, des pistes de recherche, hein. Interpréter les espaces de représentation qui sont appris avec les modèles les plus récents, eh bien, c'est quelque chose ce sont des travaux en cours, ce sont des choses qui sont pas faciles à réaliser. Et en fait, ce que j'introduis là, c'est cette idée d'application, en fait, qui sont des applications sur lesquelles les chercheurs en informatique travaillent. Et donc, vous avez d'un côté des applications qui sont plus ou moins classiques, celles qui sont listées ici, qui sont des applications sur un document ou sur des ensembles de documents, hein, qui sont des applications qu'on maîtrise relativement bien. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour toutes ces applications-là, et puis pour d'autres applications aussi, il y a chaque année, très régulièrement, des compétitions qui sont organisées, qui définissent des tâches, qui définissent des données sur lesquelles les systèmes vont pouvoir s'évaluer, donc faire des référentiels. Et donc, on va pouvoir comparer sur ces données-là, en fait, différents types d'approches. Et donc, si vous regardez un petit peu ce qu'il y a ici, hein, c'est des challenges, des compétitions qui sont organisées sur des analyses de style de la littérature, des analyses de documents biomédicaux, la détection de contenus toxiques, hein, donc c'est plutôt dans le cas ici des réseaux sociaux. Voilà, il y a tout un tas de challenges comme ça qui sont proposés chaque année. Les identifier, eh bien, ça vous permet de voir un petit peu sur quoi travaille la communauté.
Ça vous permet aussi d'identifier des problématiques qui constituent encore qui ont des verrous scientifiques ou techniques encore importants, donc sur lesquels on ne peut pas prétendre avoir de bonnes réponses pour le moment. Et puis si vous regardez les années antérieures, eh bien, vous allez pouvoir comme ceci identifier en fait les tâches qu'on peut estimer résolues, parce qu'en fait chaque fois qu'il y a des compétitions, il y a également des résultats qui sont publiés, et puis vous avez des descriptions des systèmes, donc ça vous permet d'avoir une bonne idée de l'état de l'art sur ces compétitions. Vous avez également des compétitions qui sont associées à d'autres types de documents, hein, ce qui présente des caractéristiques un petit peu différentes. Donc vous avez des compétitions qui sont organisées également sur des documents, à partir de documents papier, donc avec la structure du document, hein. Vous avez des compétitions qui sont orientées vers le traitement de documents audio, de documents vidéo, des compétitions qui sont plutôt tournées vers l'analyse d'émotions et notamment par exemple tout ce qui va tourner autour de la prise en compte des emojis à l'intérieur des textes, donc plutôt tourné vers les réseaux sociaux. Et puis vous avez également des industriels qui organisent aussi ou qui proposent des plateformes de compétition. Donc c'est le cas de Google avec la plateforme Kaggle, dans laquelle vous avez une très grande quantité de compétitions qui sont proposées régulièrement, hein. Certaines qui sont des compétitions, et d'ailleurs, pour lesquelles les gagnants remportent des prix, donc des sommes d'argent qui peuvent être parfois assez conséquentes. Et donc là, on voit aussi des entreprises se prendre un petit peu au jeu et proposer des activités ou proposer des données. Donc c'est intéressant de regarder ça, ça peut vous donner des idées. Et puis, ça vous donne en tout cas une bonne idée de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on ne sait pas faire. Alors, il y a, bien sûr, vous avez la majorité des compétitions qui sont organisées autour de la langue anglaise. Vous avez malgré tout, par exemple dans CLEF ou dans TREC, qui sont des compétitions que j'ai évoquées tout à l'heure, des documents ou des problématiques tournées vers, par exemple, le français, ou l'espagnol, l'italien, l'allemand, enfin les langues européennes essentiellement, mais également le chinois ou l'arabe. Et puis ici, vous avez des exemples de compétitions spécialement dédiées aux Français, hein, qui sont organisées depuis 2005 par le laboratoire LIMSI, et donc qui vont concerner, là, par exemple, la presse ancienne, qui vont concerner la foule d'opinion sur Twitter aussi, donc ou catégoriser le genre littéraire de courtes nouvelles. Voilà, donc vous avez des thématiques aussi qui sont originales, qui sont assez différentes de ce qu'on trouve par ailleurs, mais qui en tout cas sont centrées sur la langue française. Alors, en guise de conclusion, hein, si on fait un petit peu le tour, donc bien sûr j'ai fait un survol et un panorama rapide de la problématique, mais je pense que maintenant vous avez compris que faire du TDM, ça nécessitait tout d'abord être capable d'identifier ou d'extraire un corpus de texte pour une problématique précise, hein, pour une application précise, et que ça nécessite d'avoir des ressources qui soient prévues ou qui soient adaptées à cette problématique-là. Donc ça peut être des ressources de spécialité comme des lexiques, ou ça peut être des exemples de tâches résolues, hein, lorsqu'on est dans une approche de type apprentissage supervisé. Donc on a besoin de données, on a besoin de fournir à la machine un certain nombre de ressources qui ne sont pas uniquement donc, des outils, hein, des méthodes, mais qui sont aussi des modèles de données sur lesquels s'appuyer. Alors peut-être qu'on peut les trouver sur le web, hein, mais sinon il faut les construire soi-même. Donc, voilà. Donc on a ce couple-là, un corpus de documents analysés, puis des ressources à avoir. Vous avez compris aussi que même s'il existait des logiciels qui prétendent ou qui se proposent des chaînes de traitement complètes, eh bien non seulement il va rester quand même la question de la mise en forme des données, mais que grosso modo, on a toujours besoin en fait d'intégrer à différents niveaux, avec différentes complexités, à différents niveaux de granularité, mais en tout cas d'intégrer différents composants logiciels pour arriver à faire ce qu'on désire faire. Voilà, donc il faut identifier ces composants-là, connaître leurs performances, et donc être capable d'évaluer non seulement la chaîne de traitement en fonction du scénario qu'on a
qu'on a écrits, mais également d'être capable d'évaluer en fait, les différents modules de la chaîne de traitement de manière à ce qu'on puisse éventuellement imputer une mauvaise performance à un module en particulier. Alors parfois, on peut avoir des modules qui marchent bien indépendamment les uns les autres, mais lorsqu'ils sont mis en séquence, eh bien, fonctionnent mal. Hein, et donc, il faut être aussi capable de voir quel est l'impact d'un module en particulier sur une chaîne de traitement. Et puis par ailleurs, on va aussi avoir de plus en plus des modules, des modules de traitement, notamment à base d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, qui se proposent de traiter les données directement de l'entrée à la sortie, et donc de remplacer un traitement séquentiel par un seul traitement en bloc. Donc ça, c'est une voie de recherche en cours d'approfondissement, mais qui pose d'autres difficultés. C'est que lorsque tout fonctionne, eh tout va très bien, mais lorsque ça ne fonctionne pas, eh bien là, on a énormément de mal à améliorer la chaîne de traitement. On a du mal à savoir dans quelle direction en fait, creuser pour l'améliorer. Alors tout ça, finalement, lorsqu'on travaille avec différents modules logiciels, ou lorsqu'on comprend, on a bien compris qu'il faut intégrer des documents et des données de nature différente, et bien naturellement, ça met en lumière le fait que tout cela n'est faisable que si les composants logiciels sont pensés pour être interopérables et que les formats de documents, les encodages de documents, les métadonnées elles-mêmes, eh bien, sont compatibles, sont standardisés. Donc tout ça, ça va clairement dans le sens et ça souligne l'importance avant de se lancer dans un projet de fouille de texte, eh bien, de bien étudier les standards qui sont actuellement disponibles, de bien étudier à quel point ces standards-là sont compatibles avec le domaine qu'on se propose de traiter, et si ce n'est pas le cas, de faire en sorte de développer de nouvelles annotations, de nouveaux formats, pour qu'ils s'intègrent au mieux avec ces standards-là, et puis également d'intégrer les communautés, par exemple le W3C, qui travaillent autour de la constitution de standards. Hein, et donc de rentrer dans ce travail, dans la communauté qui réfléchit à ce type de problème. Alors bien sûr, tout ça, ça va aussi dans le sens de la science ouverte, hein, c'est-à-dire que on comprend bien qu'on doit contribuer aux efforts des différentes communautés qui sont en jeu, et puis à l'inverse, il ne peut pas y avoir de science ouverte dans ces domaines-là si les outils ne sont pas, et les données ne sont pas clairement ouvertes et spécifiées. Si je le dis autrement, il ne servirait à rien ou à pas grand-chose de ouvrir le code source d'un logiciel si ce logiciel est dépendant d'un format qui, lui, est propriétaire. Hein. Donc tout cela, ça va de pair. Les logiciels travaillent sur des données, et les données, pour être exploitées, nécessitent des logiciels. Et donc, il faut que tout cela puisse travailler de manière coopérative. Alors, le dernier point, hein, pour conclure, c'est de bien comprendre que l'ensemble des fonctionnalités qu'on a mis en œuvre, ça implique un certain nombre de communautés scientifiques, ça implique des industriels, ça permet éventuellement d'aborder l'analyse de textes de manière différente. Donc, ça concerne naturellement la recherche scientifique dans son ensemble, mais également, ça impacte la société au travers d'applications du quotidien, puisqu'on voit bien qu'on a manipulé ou qu'on manipule, qu'on met en œuvre des techniques qui sont en fait des techniques qui sont au cœur de très nombreux outils qu'on utilise au quotidien. Hein, lorsque vous avez des systèmes d'email qui vont classer les différents courriels selon qu'il s'agisse de spam ou pas, hein, donc identifier de trier les courriers électroniques que l'on reçoit. Lorsqu'on a des systèmes naturellement de recherche d'informations sur le web, lorsqu'on a des systèmes de recommandation, lorsqu'on a des systèmes de traitement automatique de la parole ou des assistants vocaux, mais pour tous ces systèmes-là, on a des approches du traitement automatique des langues, de la recherche d'informations qui sont mises en œuvre. Et donc, lorsque vous expérimentez les outils de fouille de texte, de fait, vous expérimentez les briques logicielles et les ressources qui sont en œuvre dans ces systèmes-là. Donc, faire du TDM, c'est à la fois travailler dans le cadre de différents domaines scientifiques
si possible de manière pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, hein, c'est évident. Là, on voit bien que pour évaluer les systèmes, pour avoir un regard critique sur les solutions, eh bien, il faut aussi avoir une connaissance des données elles-mêmes et donc des problématiques associées aux communautés. Et puis, on a également donc, cet aspect, on travaille aussi pour le développement d'applications qui pourront être ou qui sont utilisées par tout un chacun au quotidien. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. J'espère que le panorama que je vous ai proposé vous a donné envie d'expérimenter un certain nombre de solutions, vous a donné des pistes pour vos propres problématiques. Et puis, donc, dans l'atelier que nous aurons ensemble, eh bien, je vous montrerai comment mettre en œuvre différentes approches d'apprentissage automatique avec Weka d'un côté et avec Python de l'autre pour une problématique de classification et d'analyse de sentiments. Et je vous montrerai donc comment on peut mettre ça en œuvre avec finalement un nombre de codes, lignes de code assez réduite. Hein. Voilà, ce sera l'objet de l'atelier. Et l'objectif, ce sera d'initier comme ceci éventuellement certains approfondissements ou de mettre en avant en fait, les verrous qui demeurent et comment est-ce qu'on peut collaborer entre équipes pluridisciplinaires autour de ce type de problème.